Ça fait déjà 5 mois qu'il est l'homme le plus recherché de France. Vous vous souvenez de l'évasion sanglante de l'A13. Le convoi qui transportait Mohamed Amra avait été attaqué. 2 surveillants froidement abattus. C'était au péage d'Incarville dans l'Eure. Et depuis, Mohamed Amra reste toujours introuvable. Alors comment les fugitifs font-ils pour organiser leur cavale? C'est la question, Flavie, que vous posez à votre invité ce matin. Bonjour Guillaume Fard. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes professeur affilié à Sciences Po, vous êtes spécialiste de la grande criminalité. Julien le rappelait il y a un instant, 5 mois de cavale pour Mohamed Amra. 5 mois, on peut parler quoi, d'une cavale longue durée? En tout cas, il commence à arriver à certains records. Si on parle de celle d'Antonio Ferrara, vous savez qu'on avait appelé l'as de l'évasion, qui avait notamment braqué plusieurs fourgons blindés, ou celle de Redouane Faïd. Là, c'était en 2018, plus proche de nous. Ferrara, c'était 2003. Ça avait duré aussi quelques mois, de mars à juillet pour l'un, de juillet à octobre pour l'autre. Et là, c'est vrai que c'est depuis le mois de mai. Donc forcément, on s'interroge un peu. Voilà, et Redouane Faïd, effectivement, qui s'est exprimé en disant que la mouche, puisque c'est ainsi qu'on appelle Mohamed Amra, était un as de la cavale, le roi de la belle. La mouche, Chemou, Moa, enfin il y a plusieurs, tous, le Schtroumpf aussi, il y a plusieurs surnoms. Après, il est passé dans différents lieux de détention, donc ça multiplie les surnoms. Alors, on parle ici d'un dispositif quand même exceptionnel. 350 policiers qui sont mobilisés pour retrouver le fugitif. Comment est-ce que ça se fait qu'il passe encore sous les radars? En fait, vous avez deux façons de rechercher quelqu'un. Soit vous recherchez quelqu'un à la façon dont on a recherché les frères Kouachi. C'est-à-dire qu'il y a la tuerie à Charlie Hebdo, on est le 7 janvier 2015, il n'y a pas vraiment de plan de fuite. Et donc vous tracez un périmètre, vous considérez qu'ils sont logiquement dans le périmètre, vous concentrez des moyens et vous les trouvez. C'est assez mécanique. Ça, c'est une première façon de faire. Deuxième façon, vous avez des gens qui ont prévu la suite. Et c'est sans doute le cas de Mohamed Amra et ses complices. Et ceux-là, ils ne vont pas rester dans le périmètre de recherche. Et donc, vous devez ou mobiliser des moyens qui sont les moyens de l'enquête judiciaire un peu classique. C'est-à-dire, vous partez des traces et indices et vous essayez de remonter tout ce qui a pu se passer pour retrouver la personne que vous cherchez. Et là, ça veut dire des heures et des heures de vidéoprotection, parce que il y a celle de l'autoroute, là où il y a eu effectivement sur ce péage l'attaque à proprement parler, mais il y a aussi en amont, en aval, différents itinéraires. Il y a les véhicules qui ont été retrouvés calcinés, il faut les faire parler. Il y a les armes. Il y a eu beaucoup d'armes qui ont été utilisées. Ces armes ont un passé, donc il y a de l'expertise balistique. Puis il y a les témoignages de la famille de Mohamed Amra, des co-détenus de Mohamed Amra, de sa compagne, ex-compagne, en tout cas, vous savez qu'il a eu un enfant. Ça fait beaucoup de gens à entendre. Et donc, avec toutes ces méthodes cumulées, on doit arriver logiquement à le localiser. Il y a combien? Alors, logiquement, on verra dans quel délai. Pour l'instant, on ne sait pas. Il y a combien de fugitifs en France aujourd'hui? Alors, de nombre de fugitifs, on n'a pas le chiffre précis. On sait qu'on a un fichier des personnes recherchées. Alors là-dedans, il y a 640 000 fiches. Ça peut paraître beaucoup. Mais après, il y a les débiteurs du Trésor, il y a des mineurs fugueurs, il y a les évadés, il y a les fameux fichiers S. Mais en tout cas, il y a raisonnablement plusieurs milliers de personnes qui sont recherchées à l'heure où on se parle, mais pas avec la même vigueur. Évidemment. 350 enquêteurs, vous l'avez rappelé, c'est considérable. Et puis, il n'y a pas que lui qu'on recherche, il n'y a pas que Mohamed Amra, il y a ses complices. Et ils ne sont peut-être pas tous au même endroit. Et donc, l'idéal pour les enquêteurs, ce serait de les arrêter simultanément pour éviter que certaines s'enfuient. Comment ça se passe en ce qui concerne le grand banditisme? Comment est-ce qu'ils organisent finalement une cavale? De quoi ont-ils besoin? D'argent. Ça coûte cher. Le premier besoin, c'est de l'argent. Ensuite, il faut être logé. Et il faut être approvisionné. Pourquoi Yvan Colonna, ça dure 5 ans au fond? Pourquoi de février 2003, de février 98 à juillet 2003? Oui, parce qu'il bouge pas. Il bouge pas. Il est sur les hauteurs, en Haute-Corse. Il va assez peu bouger et il faudra une information pour savoir qu'il y a un homme qui, depuis un camping, l'approvisionne. Mohamed Amra, s'il ne bouge pas, ça peut aussi durer longtemps. Vous parliez des auditions de sa famille, par exemple. Est-ce qu'elle peut être dans la confidence ou est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'ils sont hors de cause? En tout cas, Mohamed Amra peut vouloir leur parler, leur faire passer des messages. Et puis, ça peut aussi servir de canal en sens inverse. C'est-à-dire que les enquêteurs peuvent parler à la famille pour lui dire, s'il se rend, on peut envisager une forme de mansuétude, même si dans son cas, ça sera quand même assez compliqué au vu de son pédigré et au vu de tout ce qu'il a fait. Mais ce qui est certain, c'est que plus vous allez bouger, plus vous allez prendre un risque. C'était le cas de Redouane Faïd. Puis dans le cas de Mohamed Amra, il y a aussi une grande question, c'est est-il à l'étranger? Ça fait aussi partie des questions. Évidemment, parce que est-ce que c'est facile de se cacher en France? En France, vous êtes à la main des enquêteurs français. C'est-à-dire que les enquêteurs français vont pouvoir employer toutes les techniques d'investigation qui sont
informations à leur disposition. Alors que si vous allez à l'étranger, les enquêteurs français ne vont pas pouvoir mener des enquêtes à l'étranger. Vous devez vous appuyer sur des polices partenaires. Et c'est plus difficile. Il y a des pays où il fait bon être en cavale ou se cacher dans le monde ? En tout cas, si vous allez dans un pays qui a de bons accords de coopération policière, de bonne entraide policière. Par exemple, si vous allez en Espagne, évidemment, on peut, au regard de notre bonne relation avec les Espagnols, demander à ce qu'ils mènent un certain nombre d'investigations, a fortiori si on a des informations depuis la France. Maintenant, s'il part au Maroc, c'est pas tout à fait la même histoire. On coopère avec le Maroc, mais peut-être pas de façon aussi fluide qu'avec les Espagnols. Et donc, forcément, s'il était parti à l'étranger, ça ralentirait d'autant l'opération de recherche. Mohamed Amra, on a vu des images de lui circuler partout dans les médias. On connaît son physique. Est-ce que des grands bandits, des grands fugitifs en cavale changent d'apparence physique ? Ils peuvent changer d'apparence physique, mais ce sera à la marge. Vous allez, si vous avez les cheveux longs, vous allez vous raser la tête. Si vous n'avez pas de barbe, vous allez vous essayer. Voilà, parce que Redouane Faïd a dit qu'il avait forcément le look d'un rappeur et qu'il serait forcément planqué quelque part, habillé en jogging. Oui, et finalement, on le trouve dans un look qui lui est peut-être pas si favorable que ça, mais au moment de son interpellation. Mais ce qui est certain, c'est que la chirurgie esthétique, c'est pour les films. Vous n'allez pas modifier votre apparence. On n'est pas Hollywood, quoi. Disons que ça coûte très cher. Et puis surtout, c'est des gens qui peuvent parler. Il faut limiter au maximum les intermédiaires pendant une cavale. C'est dans un endroit, pas bouger, et très peu de personnes dans la confidence qui vous approvisionnent. Très rapidement, il y en a qui se sont déjà rendus ou pas ? Ça a pu arriver, je pense à Bati Kadonici. C'est une vieille affaire corse, mais qui était un grand bandit. Et il est arrivé un jour dans un commissariat de la région Île-de-France, où c'était un peu préparé, 2 sacs de sport, ses affaires, je me rends. Et évidemment, ça avait été un peu négocié avec les magistrats avant. Et Marco Mouli aussi également au bout de 5 jours. Merci beaucoup Guillaume Fard d'avoir accepté notre invitation. Je voudrais conseiller votre ouvrage Flic Story, quand les grands flics se racontent, où il est justement question de traque et de fugitifs. Merci.